Et on commence du coup. Donc, moi, je me suis présentée, donc Marie Lamounier-Bert de France Nature Environnement Haute-Savoie. Et donc, ce que j'évoquais, c'est que je commençais une thèse sur l'écologie et la gestion des zones humides en codirection avec Université Savoie-Mont-Blanc et INRAE Lyon. Et donc, comme on est nombreux, où il y a beaucoup de personnes qui est présente là ou qui se sont excusées, j'ai fait une diapo pour présenter qui vous êtes. Donc ceux qui vont arriver, ils ne la verront pas, tant pis. Hein. De toute façon, comme c'est enregistré, tout le monde pourra revoir la présentation plus tard. Donc des 130 inscrits, donc vous voyez la distribution en France de ces inscrits. Donc sur les territoires, attendez, je vais remettre en affichage grand écran. Voilà. Donc, sur les territoires qui concernent le projet SIMAE, qui est la partie un peu grisée qu'on verra plus dans le détail dans les diapos suivantes, on voit qu'il y a bien pas mal de monde sur ces parties-là qui sont présentes aujourd'hui. Et donc, la distribution, donc, quand vous vous êtes inscrit, vous avez noté si vous étiez dans une association, dans un parc naturel ou autre. Et donc, ça se répartit de cette manière-là. Donc, il y a surtout des personnes qui sont en association, soit bénévoles, soit salariés. Je n'ai pas différencié. Donc, d'autres qui ne sont dans aucune structure. Puis, il y a pas mal aussi d'espaces naturels protégés. Il y a quelques collectivités syndicats, des personnes de l'ONF, de l'OFB ou de l'Observatoire de la montagne. Je n'ai pas su le classer, l'Observatoire de la montagne, que la personne de l'Observatoire de la montagne, si elle pourra expliquer un peu ce qu'est sa structure à un moment donné, ça pourrait être sympa. Il y a des universitaires, des enseignants, et puis des étudiants. Et puis, il y a quelques privés qui s'étaient inscrits et qui vont peut-être nous rejoindre au cours de la présentation. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, vous n'hésitez pas à me couper la parole quand je fais des présentations, parce que l'idée, c'est d'avancer avec vous et que s'il y a des éléments de compréhension qui ne sont pas clairs, tout de suite poser la question, ou si vous avez des questionnements, il ne faut pas hésiter. Donc, ce que je vais vous présenter, c'est le projet de thèse. Après, je vais vous présenter les différents axes de la thèse et quelques illustrations des résultats 2021 sur ces axes. Pour le 1 et le 2, puis pour le 3, il n'y a pas encore de résultats, donc plutôt ce qui est prévu. Et puis où on en est en termes de communication et le calendrier à venir. Donc, dans le cadre du changement climatique, on sait que le changement climatique a des effets sur la distribution des espèces, en particulier des espèces spécialisées d'altitude. Donc là, ce que l'on peut voir sur la diapo, c'est un exemple, c'est le lagopède alpin. C'était dans le cadre de l'Atlas du Mont Blanc. C'était un partenariat entre le CREA et le LECA, le laboratoire d'écologie alpine. Ils ont essayé de projeter l'évolution de l'habitat du lagopède alpin dans le massif du Mont Blanc. Et on peut voir actuellement, son habitat est en vert sur la carte qui est à gauche, en haut à gauche. Et puis en 2050, donc à droite de cette première carte, et puis en 2090, en bas, on voit que l'évolution de l'habitat de cette espèce a plutôt une tendance à diminuer. Et du coup, ça pourrait être problématique pour les espèces spécialisées d'altitude. Donc la montagne, c'est aussi un espace qui est sentinelle pour la compréhension des impacts du changement climatique. En effet, on se trouve dans des territoires sur lesquels, à très peu de distance, en termes kilométriques ou même des mètres, on va avoir une grande variation possible de climat du fait du changement d'altitude. Et donc, on peut avoir des écosystèmes très, très différents, très proches les uns des autres. Et du coup, c'est très intéressant parce qu'on va pouvoir anticiper certains effets en allant voir plus haut ou plus bas qu'est-ce qui se passe pour les milieux naturels. Donc, ce que je vous évoquais, les espèces spécialistes sont très menacées. Et les zones humides sont des milieux très menacés également dans le monde, mais en particulier aussi en montagne. Donc, la problématique de la thèse, c'est donc que la connaissance des localisations et les typologies de zones humides d'altitude, ainsi que leur évolution, elle est insuffisante. Seulement 47% des zones humides sont connues en dehors des réserves naturelles nationales dans la région de Chamonix. Ça, c'était lors d'un travail précédent que je vous évoquerai plus tard, qu'on avait pu faire ce constat. Les espèces des zones humides d'altitude, elles sont peu connues, elles sont difficiles d'accès, il y a une difficulté d'échantillonnage et il y a une courte période de déneigement, et en plus des insectes sont de plus en plus fréquents.
Et la présence des communautés biologiques aquatiques, elle est liée à différentes variables qui sont elles-mêmes impactées par le changement climatique, telles que l'hydropériode, la température de l'eau ou la connectivité. Donc la question principale de la thèse et du projet SIMAE, c'est quels sont les effets du changement climatique sur les communautés aquatiques des zones humides d'altitude. Donc que sont ces zones humides d'altitude? De quoi parle-t-on? Donc on parle de petites étendues. Alors, je fais rentrer. Voilà. On parle de petites étendues d'eau stagnante qui font moins de 0,5 hectares, qui sont peu profondes, permanentes ou temporaires, et qui se situent entre la limite des arbres et celle des neiges éternelles. Donc là, vous voyez différents exemples dans les réserves naturelles nationales de Haute-Savoie, sur lesquelles on a travaillé pendant plusieurs années sur cette thématique-là également. Et on voit que ces zones, elles peuvent avoir des typologies très différentes, des formes et des tailles différentes également. Donc, dans le cadre de la thèse, il y a différents axes de recherche. Donc, le premier, c'est aller vers l'inventaire des localisations et les typologies des zones humides d'altitude et comprendre mieux leur évolution sous les effets du changement climatique. Le deuxième axe, c'est comprendre les réponses des communautés, donc les odonates, les amphibiens et les macrophytes, à l'hydropériode, à la variation de l'hydropériode de connectivité et de température de l'eau. Et puis le troisième axe, c'est la modélisation des distributions actuelles et futures des espèces d'altitude. Je pense qu'il y a quelqu'un qui n'a pas son micro coupé. Donc l'aire d'étude, c'est les massifs jeunes français de métropole, globalement. Donc on a le Jura, le plus au nord, les Alpes et les Pyrénées. Et les groupes biologiques qui sont étudiés, on a choisi de travailler donc, sur les libellules, les amphibiens et les macrophytes, parce qu'ils ont des capacités de dispersion et un temps d'usage des sites qui sont en eau qui sont très variés, et ils ont des réponses contrastées aux variables étudiées. En plus, les libellules, elles sont inscrites dans un plan national d'action, et les espèces d'altitude, elles sont toutes sur liste rouge, menacées ou quasi menacées, et inscrites dans le plan national d'action, parce qu'elles sont vulnérables aux effets du changement climatique, en particulier en montagne. Donc, est-ce que là, déjà, il y a besoin de faire un temps d'échange ou est-ce qu'on peut passer directement à quelques résultats de 2021 Moi, je travaille pour le PNR de l'Aubrac. Oui. Et du coup, je me posais la question de si vous aviez donné un minimum, parce que là, tu parlais de entre la limite des arbres et les neiges éternelles. Est-ce que vous avez déterminé une altitude, par exemple? Une altitude, tu veux dire une altitude basse, du coup? Bah oui, nous, on est jusqu'à 1460 et quelques, je crois. Et donc, je veux voir si ça s'applique à mon territoire. Je pense qu'on peut en parler plutôt plus tard, mais a priori, pourquoi pas? Mais je pense qu'on peut en parler un peu plus tard, parce que du coup, je vais me le noter. D'accord, non, mais c'était pour voir un petit peu. Après, je verrai avec les espèces, mais ouais. ça me va. Mais on en reparle, parce que je pense que c'est une question importante. D'accord, merci. Mais non, on n'a pas déterminé de limite basse, puisque elle est variable dans tous les territoires là d'études, et la limite des arbres, elle est variable partout. Et puis, que ce soit un versant nord, un versant sud, etc., ça varie. Donc, sur le premier axe, je vais vous présenter. Oui, il y a quelqu'un. Jean-François. Marie, oui, c'est juste désolé, une petite question d'ordre pratique et d'organisation. Une idée de la durée de notre visio? Oui, j'ai dit qu'a priori, on ferait maximum 1h30. Donc, normalement, à 18h30, ça doit être terminé pour que tout le monde soit libéré. Merci. Normalement. Donc, sur le premier axe que je vous évoquais sur les distributions des zones humides grâce à la science participative et à la télédétection, je vais vous montrer quelques résultats de cette année. Donc, certains ont déjà pu voir ces résultats, mais du coup, ils verront d'autres choses après. Donc, on est dans la problématique et la question scientifique suivante qui est liée au fait de où sont ces zones humides, comment évoluent-elles et quelle est leur typologie, comment mieux les caractériser.
Donc, on sait qu'on a un déficit de connaissances sur les distributions et les typologies des petites zones humides d'altitude. Donc, c'était dans le cadre d'un travail avec l'École pratique des hautes études, avec le CEF et l'EPIA de Genève en particulier, où on avait pu travailler donc uniquement sur la région de Chamonix et qu'on avait défini qu'il y avait 47% des zones humides uniquement qui étaient connues en dehors des réserves naturelles dans la région de Chamonix. C'est les réserves naturelles nationales, d'ailleurs, il y a une erreur. Et elles sont de petite taille, ces zones. Donc, elles sont souvent intégrées dans des zones humides échantillonnées ou recensées qui sont de bien plus grande taille. Elles sont également difficiles d'accès. Et ce que l'on sait également, c'est que leur nombre et leur surface, elles diminuent sous l'effet du changement climatique. Ils diminuent sous l'effet du changement climatique. Donc, la question, c'est comment caractériser les distributions et typologies des zones humides alpines. Donc, on a utilisé pour l'instant 2 méthodes et c'est ce qu'on essaye de développer. Donc, c'est un inventaire sur les hautes montagnes françaises et tester et développer la télédétection comme outil pour caractériser ces milieux. Donc, je vais commencer par l'inventaire et la description des zones humides. Donc, on a une zone d'étude qui fait plus de 1 million d'hectares et uniquement 2 années de terrain dans le cadre de la thèse, qui est l'été 2021 et l'été 2022. Donc, on souhaite aller vers une exhaustivité de connaissances sur les différentes typologies de zones humides existantes dans les différentes vallées des espaces naturels protégés. Donc, on sait qu'on n'aura jamais l'exhaustivité, mais on vise au moins 80% de la connaissance de cette représentation de typologie dans ces espaces-là. Et en dehors des espaces naturels protégés, pour avoir quelque chose de statistiquement exploitable et qui représente la réalité, qui soit un échantillon utilisable et opérationnel, on a fait un tirage aléatoire de secteurs sur lesquels il y a les prospections des différentes zones humides. Et donc, toute seule, parcourir 1 million d'hectares sur 2 étés, ça, c'est complètement impossible. D'où l'idée de travailler avec vous et puis avec les personnes qui ne sont pas là ce soir dans un cadre de sciences participatives pour m'aider et pour participer à la collecte des données et à la préservation de ces milieux et l'amélioration des connaissances. Donc, du coup, ce qu'on a fait en 2021, c'est qu'on a réalisé un protocole standardisé. Donc, on a réalisé un guide dans lequel il y avait des protocoles qui décrivaient comment on allait sur le terrain caractériser les milieux, et puis plus tard, on verra sur les espèces. Il y a une fiche de terrain qui était adaptée pour ce protocole, et puis un outil de saisie de données en ligne sur lequel les personnes, un outil de saisie qui était téléchargeable en ligne, sur lequel les personnes saisissaient leurs données et m'envoyaient ensuite les données. Et donc, pour que ce soit homogène de partout, on a fait des formations. On a fait une formation en juin pour former des formateurs. Et puis, ces formateurs ont formé d'autres personnes en juillet sur le terrain en altitude pour pouvoir avoir un maximum d'homogénéité. Et puis, j'avais fait une vidéo, des tutoriels, etc. pour ceux qui n'avaient pas pu se déplacer. Donc, sur le terrain, on caractérise donc les zones humides à partir de différentes variables. On passe 2 fois sur les zones. Une fois entre le 15 juillet et le 31 juillet, une fois entre le 1er août et le 15 août. Donc, on va regarder la forme et l'altitude, par exemple, de la zone humide, donc la surface, la profondeur, les substrats, les éléments de pression, par exemple le piétinement, la proximité d'un sentier, l'observation de pollution, et puis les végétations. Est-ce qu'il y a de la végétation dessus, autour de la zone? Est-ce que ça recouvre tout ou rien de la zone? Voilà. Et donc, moi, je vais vous montrer quelques résultats plutôt sur l'altitude, la surface, la profondeur, et puis le recouvrement et la végétation sur ces zones. Donc, en 2021, je vais vous montrer la distribution des zones qui ont été échantillonnées. Est-ce que vous pouvez couper votre micro? J'écoute ma page. Est-ce que vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît? Sinon, je le coupe moi, mais je trouve ça assez dictatorial. Ouais, c'est bon. Je ne l'ai pas fait, du coup. Donc, ça, c'est ce qui a été échantillonné en 2021. Donc, vous avez en rose les sites sur lesquels sont allées des personnes en sciences participatives. Ça pouvait être des bénévoles, ça pouvait être en fait toutes les personnes qui étaient ciblées dans l'histogramme du début de présentation de qui était là ce soir.
plus 3 stagiaires, dont certains sont là ce soir, donc Garance, Théo et Martin. Et c'est les points en bleu, et moi-même, et ce sont les points en bleu que l'on va retrouver sur les réserves naturelles nationales de Haute-Savoie, le parc des Écrins, de la Vanoise et du Mercantour. Donc ça, c'est pour les Hautes-Alpes. Non, je ne sais pas. Non, ça, je ne sais pas. Et du coup, genre, là, Marie-France, tu as ton micro. Ça, je les inverse. Sur les Alpes du Sud, du coup, vous voyez la même chose. Donc en bleu, la science participative faite soit par les stagiaires, soit par moi-même. Et donc en rose, la science participative, on pourrait dire pure. Et donc on voit bien qu'en PACA, il n'y a pas eu énormément de mobilisation cette année pour la science participative. Et puis donc dans les Pyrénées, vous voyez à peu près la distribution de ce qui a été fait. Donc 294 zones humides ont été échantillonnées, donc en 2 passages. 79, c'était de la science participative, ce que j'appelle pure, dans le sens où c'est même pas la définition de ce que je disais juste avant, c'est plutôt là des personnes qui sont associées à, c'est vraiment du bénévolat, et c'est des personnes qui travaillent ailleurs que dans la protection de la nature. Globalement. Après, il y en avait 13 dans des associations de protection de la nature, 49 dans des espaces naturels protégés et 153 qui ont été prospectés par France Nature Environnement Haute-Savoie dans les espaces que je vous ai évoqués. Donc, c'est 80 personnes qui ont été mobilisées sur le terrain, puisqu'il y avait ces 49 observateurs qui ont été sur les 294 zones humides, mais il y a aussi 30 personnes qui m'ont accompagné, moi, parce que quand moi je vais sur le terrain, on est nécessairement 3, parce qu'il y a beaucoup de matériel, ce qui est différent de quand c'est la science participative ou même les stagiaires qui travaillent sur les différents parcs, parce qu'ils ne font pas exactement les mêmes manips, ça je vous en parlerai un petit peu après. Donc là, c'est de nouveau la même carte avec les mêmes points, simplement ce que vous voyez, la différence c'est qu'en rouge, ce sont les zones qui n'ont jamais été recensées. En jaune, c'est celles qui ont été recensées, mais qui sont dans un polygone qui n'est pas adéquat. C'est-à-dire, par exemple, on va avoir une grande zone humide, et puis la zone qu'on va étudier, nous, la zone en eau libre, eh ben, elle va être noyée finalement au milieu de tout ça, ou parfois on va avoir plusieurs polygones qui sont associés, et donc on n'a pas une entité unique pour notre zone étudiée. Et en turquoise, en bleu turquoise, ce sont les zones qui sont recensées dans des polygones adéquats. Donc, 45% des zones que l'on a échantillonnées n'étaient pas du tout recensées. 32% étaient dans un polygone non adapté et seuls 23% étaient recensés et avaient un polygone adapté associé. Donc, ça montre que le travail qu'on est en train de faire est essentiel si on veut travailler sur ce type de milieu et les communautés aquatiques qui sont associées à ces milieux. Donc ensuite, pour vous donner quelques éléments de distribution ou de caractérisation de ces zones, donc là, vous allez avoir plusieurs schémas sur lesquels vous avez, sur l'axe des ordonnées, l'altitude, et sur l'axe des abscisses, les nombres de zones humides, soit par secteur, soit globalement, qui ont été échantillonnées. Donc là, on voit combien on a de zones humides échantillonnées, qui va être à telle ou telle altitude. Et ça va être pareil sur tous les schémas. Donc là, on voit par rapport à l'altitude, du coup, que la limite, donc 80% pardon, des zones humides sont globalement entre 1800 et 2600 mètres, mais comme on évoquait tout à l'heure avec la personne de l'Aubrac, je crois que c'était l'Aubrac, du coup, le plus bas, c'était à 1370 mètres. Et puis, en général, 1370 mètres, mais il y en a qui avaient prospecté à même jusqu'à 1920 mètres. Voilà. Et on voit que, après, on voit que 78% des zones humides d'altitude sont très végétalisées. Donc là, sur l'axe des ordonnées, on a le recouvrement en végétation. Donc là, le 0, et on va jusqu'à 100%. Donc elles sont végétalisées. Il y a peu ou beaucoup de végétaux sur la zone. Elles sont globalement de petite taille, donc moins de 1000 mètres carrés pour 70% d'entre elles, et elles sont peu profondes, elles font moins de 60 cm de profondeur
pour 72% d'entre elles. Ensuite, on était dans un cadre où je vous évoquais qu'une des variables qui nous intéresse, c'est l'hydropériode, c'est-à-dire la présence de l'eau ou l'absence d'eau et la fréquence d'absence d'eau ou de présence de l'eau sur ces milieux. Et comme on était dans une année super humide, en 2021, on a uniquement 4% des zones qui se sont asséchées, sachant que certaines zones ont pu tripler en surface de juillet à août. Donc ces 4% de zones, elles sont, à mon avis, très, très vulnérables. Donc pour 2022, on aimerait échantillonner au moins autant de zones humides, et puis en particulier dans certains espaces où on a moins été, même si vous avez vu qu'on a pu aller sur l'ensemble du territoire d'études. Les secteurs sur lesquels il faut aller ont déjà été identifiés. Et puis, on cherche à mobiliser aussi le monde de l'outdoor, donc les pratiquants trailers, randonneurs, marcheurs, amoureux de la montagne, qui sont partants pour travailler sur cette problématique de description et de caractérisation des zones humides. Et donc, il y a eu une réunion de présentation le 3 février. On a un ambassadeur qui est Sébastien Chéniaud, qui est un ultra-trailer connu à l'international, qui nous soutient là-dedans et qui fait l'ambassadeur pour nous, pour développer cela. Donc après, la deuxième méthode, c'est la télédétection. Je vous propose de faire une pause à la fin de ce premier axe pour qu'on puisse poser des questions et que je puisse vous y répondre. Donc la télédétection, je vais vous expliquer rapidement ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas le principe. Donc là, vous avez une définition donc, canadienne, mais globalement, c'est une technique qui, là, ce que je vous expliquais jusqu'à présent, c'était des données qui étaient collectées sur le terrain. Là, l'idée, c'est grâce à d'autres outils de type satellite, radar ou autre, de pouvoir capter des informations qu'on va analyser au bureau sur la même chose que l'on collecte quand on est sur le terrain. Donc, c'est une technique qui acquiert des images et qui, à partir de ça, permet d'obtenir des informations sur la surface de la Terre sans contact direct avec celle-ci. C'est une méthode qui englobe tout le processus qui consiste à capter et à enregistrer l'énergie d'un rayonnement électromagnétique qui va être émis ou réfléchi, à traiter et à analyser l'information pour ensuite mettre en application cette information. Donc là, vous avez deux exemples, par exemple avec un satellite qui va capter l'énergie émise et réfléchie par le sol, l'énergie émise par le soleil et réfléchie par le sol. Donc là, on va avoir quelque chose de passif. Et on peut avoir quelque chose d'actif, c'est-à-dire un radar ou un satellite qui va émettre lui-même des émissions qui vont elles-mêmes être réfléchies par le sol, captées par ce même émetteur, et puis tout ça renvoyé finalement à un ordinateur sur lequel on va pouvoir traiter les images. Donc en 2021, on a pris un stagiaire en partenariat avec le pôle éclat d'Aix-en-Provence. Donc la stagiaire s'appelait Anouk. En co-encadrement avec Thierry Tormos du pôle éclat. Et l'idée, c'était de voir est-ce que la télédétection permet de localiser les zones humides d'altitude et d'avoir des informations sur la présence ou pas de végétation sur ces zones. Donc, on a regardé les différentes images qui étaient qu'on pouvait acquérir à faible coût, à très haute résolution spatiale. Donc, il y a les différents types d'images que vous voyez ici, des images satellitaires, des orthophotos, des produits qui permettent d'avoir des informations sur des bilans hydriques sur les territoires et les couches du MNT, du modèle numérique de terrain. Et on a regardé quelle était la résolution de ces images, c'est-à-dire quelles étaient les tailles de zones humides qu'elles pouvaient détecter. Et donc, comme nous, on a vu que 70% de nos zones étaient plus petites que 1000 m², on peut se dire qu'il n'y a que 3 types d'images qui peuvent répondre à notre problématique, donc les spots 6 et les images infrarouges couleur. Donc, comment ça marche le travail sur la télédétection? On a une image, on la découpe en petits bouts qui semblent ressembler à des entités homogènes, mais ça se fait automatiquement. Donc, on va après assigner à chaque petit polygone, à chaque petite entité, là, à chaque pièce du puzzle, on va lui attribuer une classe. Et donc, pour faire ça, on va utiliser différentes méthodes. Donc là, vous avez une image orthophoto infrarouge couleur, une image spot qu'on appelle panchromatique, et différents types d'analyse de ces images. Je vais vous expliquer ça tout de suite après. Et là, en haut à droite, vous avez la carte IGN avec la localisation des zones humides du site. Donc, c'est les Laouchais
près du désert de Platée en Haute-Savoie, sur la réserve naturelle nationale de Sixt. Et donc, on a utilisé 2 types de méthodes sur donc 2 images différentes. Un qui était lié au fait qu'on avait un jeu d'apprentissage qui était créé par l'ordinateur lui-même. Et donc, on lui imposait des classes tout de même, mais c'est lui qui choisissait quel objet répondait à quelle classe. Donc, les classes étaient végétation, sol, nu, eau, neige, ombre, végétation aquatique. Et un autre jeu sur lequel on a nous-mêmes décidé des règles pour des objets, et ensuite, c'est l'ordinateur qui les a appliquées à toute l'image. Et donc, on voit les résultats. Donc, on voit que pour les différentes images, on a des résultats différents en fonction des méthodes. Néanmoins, on voit qu'elles arrivent à peu près à détecter les milieux aquatiques, plus ou moins bien, et elles arrivent à détecter la végétation aquatique. Donc, ça répondait à notre objectif de tester la télédétection. Maintenant, on va essayer d'aller plus loin avec une acquisition d'images différentes qui nous permettraient de trouver probablement des meilleurs résultats avec des images plus adaptées à notre territoire. Et ce travail, il est fait sur les réserves naturelles nationales de Haute-Savoie, qui est la zone pilote pour cet aspect-là. Et on aimerait après l'élargir à l'ensemble de la zone d'étude. Voilà pour la première partie du premier axe. Si vous avez des questions. Oui, Marie, c'est Patrick. J'ai une question. Est-ce qu'une telle étude ou une étude similaire a déjà été faite ailleurs dans le monde, sur les zones humides? Alors, je suis en train de... On le verra après, mais je crois qu'on le verra après. Je ne suis pas sûre. Mais je suis en train de faire l'état de l'art sur qu'est-ce qui a été fait ailleurs sur les zones humides d'altitude. Et pour l'instant, dans ce que j'ai trouvé, non, il n'y a pas du tout de choses qui aient été faites de cette manière-là. Et en tout cas, cette méthode n'a jamais été utilisée. Déjà, d'utiliser les sciences participatives comme ça pour faire un inventaire de l'ensemble des zones humides d'un territoire, ça, clairement, j'ai rien trouvé là-dessus. Et puis, la télédétection sur les zones humides d'altitude, il y a des petites choses qui ont été faites, mais pas en allant si loin. En fait, on bénéficie de ce qui a pu être fait pour continuer à travailler dans le même sens d'aller plus loin que ce qui a déjà été fait. Voilà. Donc non, ça n'a pas été fait. Non. Ok, merci. En tout cas, je n'ai pas encore trouvé d'études similaires ailleurs. Marie, c'est Florène. Ouais. Moi, j'avais une question au niveau de l'échantillonnage des zones humides. Du coup, tu fais des passages en juillet et en août. Est-ce qu'il n'y a pas un biais d'observation si certaines sont asséchées, qu'on les voit moins facilement et qu'on les détecte moins? Alors, en fait, on passe en juillet et en août sur les mêmes zones humides. Donc, du coup, on sait où elles sont. On les a déjà détectées avant. Simplement, le fait de passer en juillet et en août, il y a 2 raisons. Pour ce qui est il y a des raisons pour maximiser la détection des espèces, mais ça, on le verra juste après. Et puis, il y a pour capter les différences de niveau et la description des typologies de zones humides. Est-ce qu'elles s'assèchent ou pas? Est-ce qu'il y a une variation du niveau de l'eau ou pas? Ça, je ne vous l'ai pas évoqué avant, mais ça fait bien partie des objectifs de ces 2 passages. Donc, on ne va pas ne pas détecter une zone qu'on a déjà détectée avant. Donc, non, il n'y a pas de problème sur ces aspects-là. J'ai une question par rapport à la télédétection. Ouais, vas-y, Romain. Voilà, il s'agit de savoir si, en fait, il est possible, par les images satellites, de constater les effets d'un assèchement, du fait... voilà, est-ce que c'est possible? Ça, c'est l'étape 2 du projet, c'est-à-dire pour l'instant, on essaye de voir si on arrive à détecter les zones. Et après avoir vu si on peut détecter les zones et la végétation aquatique, puisque du coup, ça permet aussi d'avoir une vision un peu plus large, parce que des fois, on voit pas l'eau. Enfin, la végétation aquatique, des fois, couvre l'eau. Donc, pour être assez précis. Donc, quand on aura réussi à faire ça, donc c'est la première étape, l'étape suivante, c'est de voir est-ce qu'on arrive à avoir des variations intra-annuelles et interannuelles des surfaces d'eau. Ouais. D'accord. Okay. C'est bien l'objectif. Après, peut-être que le temps du projet SeaMine ne sera pas suffisant et qu'il faudra continuer plus tard, mais en tout cas, c'est bien dans ces objectifs-là et qu'on travaille sur les aspects télédétection.
Ok, merci. Et puis, il y a aussi les aspects création de milieu sur lesquels j'aimerais bien qu'on avance. Mais... Et Marie, tu m'entends? Oui, vas-y, Sylvain. J'aimerais savoir si le mémoire, c'est de Hanouk, c'est ça? Oui. Il est possible de l'avoir ou pas? Ça Ah bah m'intéresse oui, pas oui, mal. oui. Je pense que je faudrait que je le mette. Ouais, ouais, il n'y a aucun problème. Il n'est pas mis en ligne, mais c'est une C'est très mon bonne domaine idée. aussi, j'aimerais bien le feuilleter. Avec plaisir. Parfait, merci. S'il n'y a pas d'autres questions, je passe à la suite. De toute façon, on a le temps d'échanger. Hein. Donc, la deuxième partie, c'est sur le deuxième axe, c'est pour mieux comprendre quelles sont les variables qui expliquent la présence ou l'absence des espèces dans les milieux qu'on étudie. Donc, on sait que nos communautés aquatiques, elles ont besoin d'eau. Donc, après, on ne sait pas comment elles résistent au fait qu'il y ait des assèchements plus ou moins fréquents pendant la période estivale ou même l'hiver, quand c'est pris en gel ou pas. On sait qu'elles sont sensibles au fait que quand on a des réseaux de zones humides, on suppose, et puis il y a de la littérature là-dessus, que quand il y a une zone qui va être dégradée, s'il y a une zone à côté qui est en bon état, ça permettra la survie de la population. Et puis, on sait aussi que la température de l'eau, elle a des effets sur la survie des espèces ou même sur la phénologie des espèces, ainsi que la présence de végétation. Donc, nous, on s'est mis dans ce schéma un peu conceptuel du milieu avec ces variables qui sont explicatives ou pas de la présence des espèces. Et on veut savoir dans quelle mesure et quantifier un peu leurs effets. Ah ben voilà, c'est là. Donc, je suis en train de faire un état de l'art sur qu'est-ce qui a été fait dans le monde sur ces questions-là, comme je l'évoquais au préalable, et les effets du changement climatique également sur ces espèces et la biodiversité des zones humides, sans me limiter au groupe que j'ai évoqué au départ. Donc, il y a différentes parties. Donc, pour ce qui est question d'hydropériode et de température de l'eau, on ne peut pas équiper l'ensemble des zones humides qui sont échantillonnées dans le cadre du projet SIMAE. Donc, on a la zone pilote qui est dans les réserves naturelles nationales de Haute-Savoie, qui sont les points en bleu. Donc, c'est 73 zones humides, voilà, qui ressemblent entre autres à celles que vous voyez sur la partie droite de l'écran. Et donc, sur ces zones, on a mis en continu des sondes de température. Alors, on a mis des sondes qui capturent en continu la température. Donc, on en a une en surface, une juste sous la surface de l'eau, une à moins 20 cm, une à moins 50, une à moins 1 mètre, à peu près. Et du coup, ces sondes, elles permettent, de mesurer la température de l'eau, et deux, quand le niveau d'eau va baisser, la température de l'air sera au même niveau que la sonde qui sera sortie de l'eau. Et donc, ça nous permettra d'évaluer la variation du niveau de l'eau, voire l'assèchement du milieu. Donc, actuellement, il y a 261 sondes qui sont en train de capturer de la donnée température sur les réserves naturelles nationales de Haute-Savoie. Et puis, on fait aussi de l'échantillonnage de différents prélèvements pour voir la concentration en chlorophylle A pour avoir des données sur la trophie de l'eau ou des zones, l'analyse chimie des sédiments pour voir les pourcentages de matière organique, voir si ça a aussi des effets sur les espèces. On ne se limite pas aux variables principales qui nous intéressent, qu'on a ciblées. Et puis, on mesure aussi des variables plus classiques telles que l'oxygène dissous, la turbidité, le pH. Et puis, on mesure le titre alcalinométrique sur place qui permet d'avoir une vision plus fiable et analysable de concentration des ions carbonatés ou hydroxydes dans l'eau, ce qui n'est pas forcément le cas du pH, qui est moins stable. Et puis, en dehors de cette zone pilote de des réserves naturelles nationales de Haute-Savoie, on travaille donc sur l'ensemble du territoire à faire des inventaires faunistiques et floristiques. Donc, c'est ce que certains d'entre vous ont déjà fait, et puis peut-être d'autres qui sont présents aujourd'hui vont souhaiter faire pour l'été 2022. Donc, on travaille en particulier en lien avec la période la plus favorable pour la détection des libellules,
puisque les amphibiens et les plantes, ils restent dans l'eau du début à la fin de la période hors neige. Et donc, on sait entre le 15 juillet et le 15 août où les espèces cibles de notre travail sont en vol et donc, ou émergent, et donc sont les plus faciles à détecter. Donc, on fait 2 passages sur les zones humides. Donc, je vous ai déjà donné les périodes et on fait à 15 jours d'écart entre chacun des passages pour maximiser la détection des espèces, être sûr ou un maximum être le plus sûr possible de détecter une espèce quand elle est présente. C'est pareil, tu arrives à écouter la visio. Ouais. Il y a quelqu'un qui a un micro ouvert. Il y a quelqu'un qui a un micro ouvert qu'on entend bien. Du coup, pour faire ce que je vous évoquais, maximiser la détection des espèces, au-delà de passer 2 fois, il y a aussi une autre manière de le faire, c'est de multiplier le nombre de méthodes de détection, ce qui permet d'analyser différents stades et de voir autre chose que, par exemple, pour les odonates, par exemple, si on voit un adulte, on ne va pas être forcément sûr qu'il se reproduit sur la mare sur laquelle on a vu l'adulte. S'il fait il y a un peu de vent, on va avoir plus de mal à voir les adultes, alors que les larves, ça va être plus jouable, ou les aiguilles, etc. Donc, pour les différents groupes, on va avoir différentes méthodes. Donc, par exemple, pour les odonates, pour les larves, on va surtout travailler sur les espaces naturels, en particulier donc en Haute-Savoie, les parcs naturels nationaux Mercantour, Écrin et Vanoise, avec les larves. Ceux qui sont habilités ou ceux qui sont compétents dessus, ils peuvent le faire. Mais sinon, on est plus sur les émergents, les exuvies et les adultes. Et en Haute-Savoie aussi, on utilise l'ADN environnemental parce que comme on a des analyses beaucoup plus fines sur les aspects chimiques, de l'eau et également température et autres, on veut être plus précis également dans la détection des espèces pour quand on va voir qu'est-ce qui explique le mieux la présence des espèces, on ne se loupe pas avec des fausses absences ou dans les mares. Donc, on a 3 à 5 méthodes pour la détection des libellules. Pour les amphibiens, donc c'est les têtards, les juvéniles et les adultes. Et puis l'ADN, pareil, en Haute-Savoie. Et pour la flore, du coup, ça va être les individus et l'ADN en Haute-Savoie. Donc, on le fait 2 fois, tout ça. Donc, le protocole standardisé que je vous évoquais tout à l'heure, il a été développé aussi sur la partie faunistique et floristique. Et on a fait des clés d'appui à l'identification de l'ensemble des espèces floristiques et faunistiques qui sont les plus courantes, en tout cas, sur ces milieux. Donc, en 2021, il y a 3635 individus d'odonates qui ont pu être détectés par l'ensemble des contributeurs et de la communauté SIMAE. Donc, il y avait 23 espèces. Elles étaient présentes sur 51% des sites étudiés. Donc, les espèces, on peut voir qu'il y a certaines espèces, par exemple, pour ces Nagrion asculatum, il y a peu de sites sur lesquels il y a beaucoup d'individus. Et à l'inverse, on peut voir, par exemple, pour Somatochlora alpestris, on a presque 3 fois plus de sites, mais on a beaucoup moins d'individus sur ces sites. Donc, ça permet d'avoir aussi des informations d'ores et déjà sur la densité un peu traditionnelle de ces espèces sur les différents sites. Donc là, je vais vous montrer quelques résultats qui semblent, pour vous illustrer ce que le travail que vous faites et que je fais et auquel vous pouvez participer permet d'arriver, quoi. Donc là, par exemple, pour Somatochlora alpestris, qui est une des espèces typiques des espèces d'odonates boréo-alpines, on peut voir que dans les Pyrénées, elle n'a pas été détectée et qu'elle a été détectée principalement dans les Alpes du Nord, en Haut-Rhin. Pour Echna juncea, on voit par contre qu'elle est bien présente sur l'ensemble du territoire d'étude. Donc après, on peut regarder les traits, c'est un problème de conversion entre le PowerPoint et le PDF, je m'en excuse. On peut voir par exemple à gauche, donc vous avez la distribution altitudinale des zones humides que je vous ai montré tout à l'heure.
Et à droite, on voit le même schéma, mais au lieu que ce soit le nombre de zones humides, ça va être les individus ou les sites sur lesquels sont les espèces. Et donc, on voit que Aeshna Junsea, par exemple, n'occupe pas l'ensemble des zones humides présentes sur le territoire. On voit, par exemple, on pourrait imaginer que dans les Alpes du Nord, en Aura, elle aurait une marge de progression, par exemple, si avec le changement climatique, elle doit monter en altitude, qu'elle aurait moins en PACA, alors qu'en Pyrénées, elle aurait peut-être de la marge. Voilà, ça permet d'avoir des premières représentations et se poser des questions, en tout cas. Et puis, pour Somatochlora alpestris, par rapport à Aeshna Junsea, on voit qu'ils n'occupent pas le même gradient altitudinal. C'est des exemples, hein. Après, on peut dire d'autres choses, mais c'est juste pour vous présenter un peu ce que ça permet d'avoir comme premier résultat. Pour les amphibiens, on a détecté 35 867 individus de 5 espèces. Donc, le crapaud commun, la grenouille rousse, le triton alpestre, le triton palmé et le crapaud alite accoucheur. Donc là, vous voyez le nombre de sites et le nombre d'individus. Donc, on a surtout vu la Rena temporaria. Ils étaient présents sur 78% des sites visités. Et puis là, je vous ai fait 2 cartes, la carte du triton alpestre et la carte du triton palmé. Donc, on voit bien qu'à ces altitudes-là, sur ces territoires-là, dans les mares que l'on étudie, on n'a absolument pas de triton palmé à ces altitudes, bien qu'il soit présent sur les territoires, mais à altitude plus basse, en tout cas pour l'instant. Et dans les Pyrénées, on n'a que le triton palmé. Donc, c'est des choses qu'on savait déjà, quelque part, mais on n'avait pas fait une étude concomitante au même moment sur ces espèces-là. Donc, ça permet d'avoir quelque chose d'assez clair à un instant T. Pour les plantes aquatiques, donc il y a 3777 quadras qui ont été réalisés sur ces sites. Donc, sur ceux-là, il y avait 2340 quadras avec des macrophytes, 102 espèces qui ont été détectées, alors qu'il n'y en a que 42 qui étaient dans la clé de détermination. Et donc, il y avait de la végétation sur 252 des sites visités. Donc là, j'ai mis un focus sur des espèces sur lesquelles je vais vous mettre les cartes juste après, sur lesquelles on voit que, par exemple, 498 quadras, là, ça correspond à 49 sites. Mais là, on n'a que 196 quadras, mais c'est sur 59 sites. Donc, c'est pareil que ce que je vous évoquais tout à l'heure. Ça nous donne aussi des idées de densité ou autre. Donc là, on voit la distribution de ces espèces. C'était juste pour illustrer, parce qu'on n'a pas vraiment trop de temps là-dessus, mais c'était pour illustrer. Voilà, on voit la présence-absence de ces espèces qui sont assez typiques des milieux qu'on étudie et qui étaient assez fréquentes. Donc là, sur, on va dire, les Alpes, et puis là, sur les Pyrénées. Avec des milieux où on voit les types d'espèces. Là, c'est une dernière diapo que j'ai faite sur cette partie-là parce que je trouvais ça intéressant, mais il y a plein d'autres choses intéressantes à faire. Hein. Là, j'étais surtout limitée par le temps. Donc, parce que là, je me suis amusée à regarder si sur des sites sur lesquels il y avait des odonates, combien de pourcentage des sites sur lesquels il y a des odonates, il y a de la flore, où il y a des amphibiens, où il n'y a que des odonates. Là, on a pu voir qu'il y avait 151 sites occupés, et parmi ceux-ci, il n'y avait jamais que des odonates. Il y avait toujours soit de la flore, soit des amphibiens. Je n'ai pas fait flore et amphibiens en même temps. Je n'ai pas eu le temps de le faire. Mais je le ferai. Et on a fait pareil donc, pour les amphibiens. Donc, sur les 232 sites occupés, on voit qu'il y a 16% uniquement où ils sont tout seuls, mais ils sont à 80% avec de la flore. Et puis, donc, pour la flore, on a finalement un peu le même schéma. Et donc, sur 48% des sites, il y a les 3 groupes qui sont présents. Voilà pour cette partie. Si vous avez des questions, je vais juste allumer la lumière parce que je commence à être dans le noir. Je reviens. Marie? Oui. Donc, le 3 février, une réunion CIMAE pour les prospections de cette année? Alors, pour les prospections qui vont venir, on en parlera après dans le calendrier, mais le 3 février, c'était une réunion à l'intention des pratiquants de la montagne, les trailers, randonneurs et autres, qui souhaitaient s'investir pour l'été 2022
sur la première partie, description des zones humides. Ils y seront pas. Bon, après, il y a certaines personnes qui se sont dit, ah, mais moi, je suis tout à fait compétent d'un point de vue naturaliste, je suis prof de bio, machin. En fait, je fais des sorties naturalistes et je suis content. Donc, ils vont basculer dans le groupe naturaliste, mais sinon, il y a plein de monde qui va être plutôt sur. Voilà. Et donc, après, l'étape d'après, ce sera plus tard et j'en parlerai quand on arrivera au calendrier du travail. D'accord. Tu n'as pas loupé une réunion, en tout cas. D'accord. Paris. Oui, alors. Tu l'as dit, mais combien d'espèces d'amphibiens ont été recensées? Je crois que 5, non? 4, 5? 5 espèces. 5 espèces, d'accord, merci. Et 23 libellules, 23 odonates. Ah, d'accord. Ouais, 23. S'il n'y a pas d'autres questions, je passe à la suite. La suite va être assez rapide après, comme ça on aura le temps d'échanger. Sauf s'il y a des questions, des remarques ou quelque chose maintenant, il n'y a pas de souci. Hein. Ok. Ah, je vois qu'il y a des questions. Stéphane, tu peux poser ta question Alors, oui, moi, ça concernait surtout, bonsoir à tout le monde, la modélisation. À savoir que quand on a une zone humide qui est atterrie ou complètement comblée, surtout dans les zones tourbeuses, on peut avoir cette végétation qui ressort de la zone humide. Et comment est-ce que la télédétection permet de l'exclure? Puisqu'a priori, quand c'est totalement atterri et totalement végétalisé, c'est quand même moins favorable aux odonates, j'imagine. L'idée, c'est de pouvoir avoir plusieurs périodes d'une même image pour pouvoir déduire s'il y a ou pas une zone ou pas. Dans tous les cas, aujourd'hui, c'est quand même assez compliqué, mais là, ce qui est assez facile à détecter, facile entre guillemets aussi, hein, c'est l'eau libre. D'accord. Donc, on va plutôt avoir des problèmes à détecter des zones où tu as de l'eau sous la végétation que le problème que tu évoquais toi. Ok, merci. Il ne faut pas hésiter à prendre la parole parce que, en fait, moi, je ne peux pas voir en même temps toutes les choses qui arrivent sur le chat, là, sur le truc de discussion. Donc, je passe au troisième axe et puis je vais enchaîner avec la fin de la présentation. Comme ça, après, on pourra discuter sur l'ensemble. Donc, le troisième axe, ça va aller très vite. Donc, c'est quelle sera la distribution? Donc, je passe. Hop, c'est répondre à la question, y aura-t-il des milieux aquatiques d'altitude favorables pour ces communautés biologiques à moyen terme? Donc, à partir des données de localisation et des typologies de zones humides sur lesquelles vous participez et qu'on a vu dans l'axe 1, et de l'identification des variables les plus explicatives, la présence de chaque espèce, donc ce qu'on a vu grâce à l'axe 2, ce que je viens juste d'évoquer avant, on pourra cartographier les prédictions d'occupation actuelles des espèces sur l'ensemble des zones humides d'altitude connues. Et puis, avec les effets connus du changement climatique sur les variables qui expliquent la présence ou l'absence des espèces, on pourra avoir une cartographie de la potentielle occupation de ces espèces à différents pas de temps. Et à partir de là, que ce soit la distribution actuelle ou la distribution future, on pourra identifier des zones en jeu de conservation pour ces espèces et proposer des actions de gestion, restauration ou création de zones humides pour leur préservation. Ce qui est l'objectif in fine du projet SIMAE. Hop. Donc, en termes de communication, donc cette année, il y a différents médias qui ont communiqué sur le projet, la radio, la presse écrite. On a, pour la plupart, vous connaissez, on a une page Facebook qui est dédiée au projet SIMAE et puis on transmet aussi les infos via LinkedIn. On a participé à différents séminaires qui étaient spécifiques sur les libellules ou plus sur les milieux, donc l'axe Sentinelle ou le réseau des zones humides au niveau européen. Et puis en 2022,
on réfléchit à participer à d'autres événements, certains auxquels on a déjà participé ou pas. Ah, je suis revenue. Entendu. Hop. Ah oui, on a fait un t-shirt qui vient de sortir. Donc, j'ai le prototype sur moi du projet SIMAE pour ceux qui sont intéressés. Ça va sortir dans les jours qui viennent. Et pour l'instant, c'est uniquement pour ceux qui sont dans les webinaires ou les choses comme ça. Donc, c'est tout nouveau. Et pour les personnes qui participent au projet, donc il y aura les frais de port offerts. Donc, c'est de la communication. Et puis, le calendrier à venir. Donc, là, on est en février, donc il y a le webinaire d'aujourd'hui. En mars-avril, il y aura les ateliers territorialisés, donc ce qui est la suite qu'évoquait Michel. Donc, c'est-à-dire qu'on va regarder par département ou par territoire homogène, on va regarder qui va où. C'est-à-dire, vous vous inscrirez, ceux qui le souhaitent, dans des ateliers en fonction soit de votre département, soit d'une zone qu'on aura identifiée. Et derrière, on choisira, lors de ces ateliers, sur quel secteur vous irez. Enfin, vous choisirez sur quel secteur vous irez. En juin, donc, il y aura une formation de formateurs. Et en juillet, la formation des nouveaux participants. Le terrain du 15 juillet au 15 août. En septembre-octobre, vous me transmettez les données. Et en février 2022, dans un an, on fera la restitution, comme aujourd'hui, de la campagne 2022, compilée avec 2021. Donc, le terrain, donc, vous voyez en jaune l'échantillon 2021. En bleu, c'est ce que l'on n'a pas fait en 2021, en gros. Donc, ce qu'il nous reste à faire. Voilà. C'est pour vous donner un ordre d'idée. Il reste à peu près la moitié à faire. Ouais, on n'a pas été trop mauvais. Et donc là, c'était pour vous montrer le calendrier sur les 4 années, pour que vous puissiez vous situer. Donc là, ce qui est en bleuté, c'est ce qui a déjà été fini, parce qu'on est à peu près là, quoi. Donc là, la publication en cours, donc c'est l'état de l'art. La collecte des données, ça va être cet été. Puis après, on fera de l'analyse et on publiera les résultats de nos travaux. Et vous serez associés tout du long. Voilà, donc je remercie les personnes qui ont participé au terrain cet été 2021. Donc ça, c'est grâce à eux que tout ça peut être fait, grâce à vous. Et puis les financeurs du projet, donc la région Auvergne-Rhône-Alpes, le département de Haute-Savoie, le groupe Saint-Pétrum, l'Adréal, l'Université Savoie-Mont-Blanc, Frialp, l'OFB, et puis la Fondation Crédit Mutuel et Bois Industrie, qui étaient, eux, spécifiquement des financements ciblés sur la mobilisation des pratiquants de montagne. Et je vous remercie pour votre attention, et puis à tous les partenaires techniques aussi qui sont présents là ou pas. Voilà. Je vous invite à poser vos questions. Oui, j'aurais une question. Bon, déjà, premièrement, est-ce qu'on pourra avoir les résultats, tout ce que tu as montré, tu sais, en PDF ou les résultats, tout ça, quoi. Donc, toute la présentation d'aujourd'hui, elle est enregistrée et ouais. Elle sera en replay et donc elle sera disponible en ligne sans problème. Ah ben d'accord. En mail sur YouTube. Elle sera sur YouTube et puis moi, je vous enverrai directement à tous ceux qui sont présents et à tous ceux qui sont inscrits le replay du webinaire d'aujourd'hui. D'accord. Et sinon, j'avais une question un peu politique. Est-ce que la région, elle a participé à peu près combien de pourcentage à tes travaux? Beaucoup. Oui. Beaucoup, et elle participe aussi pour l'année 2022. On verra pour 2023 et pour 2024, mais plus de 50%. Ah d'accord. Ça n'a pas eu trop de difficultés du coup avec les élus C'est en cours, c'est maintenant. Pour 2023 où il y aura peut-être des difficultés. Ouais. Bon, d'accord. Mais ça, c'est notre lot quotidien. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, s'il vous plaît, moi j'ai une question, enfin j'ai deux questions. J'ai une question sur la limite, c'est quoi la limite nord exactement de la zone de prospection? Là, pour l'instant, c'est le Jura.
Ok. Ah ouais, et au niveau alpin, la limite, elle est où, a priori, pour l'instant? Eh ben, il n'y a pas de limite. Ok. Parce que En France, hein. En en France, on France, va oui, dire. oui. Je suis potentiellement intéressé, mais l'été prochain, je suis au niveau du lac Léman, donc je suis tout au nord pour le coup. Ah bah, ça marche. Et sinon, je voulais savoir pour les pour si on veut, enfin si je veux participer, faire quelque chose, c'est forcément du 15 juillet ou 15 août, ou je peux faire quelque chose avant, parce qu'en fait, j'ai plus de disponibilité en juin. Du coup, en juin, je serai probablement en train de me balader dans la montagne, mais côté PACA, côté Barcelonnette. Mais vu que effectivement, c'est la fin de l'hiver, donc il y a de la neige partout, c'est pas pareil, quoi. Bah, le problème, c'est qu'en juin, dans tous les cas, il faut qu'on soit tous en même temps sur le terrain pour limiter d'un point de vue les biais de prospection, de pression et d'efforts de prospection. Et il faut qu'on soit tous à la même période, c'est standardisé, donc ça, c'est pas possible. Ouais, C'est pas d'accord. possible de faire en juin. Et de toute façon, les milieux, la plupart, ils sont sous la neige, quoi. Ouais, ou c'est la fin, quoi. Ouais. Ouais, voilà. Ça va, merci beaucoup. Là, vous pouvez mettre vos vidéos, hein. C'est vrai que c'est plus sympa, hein. Marie-France, c'est une bonne idée, je vois ta tête. Marie, moi j'ai une question. Bonsoir. Ouais. Salut Sam. Salut. Ma question c'était par rapport aux odonates sur la première année de suivi, vu que j'imagine il y avait quand même peut-être quelques données odonates du groupe Saint-Pétrum. Est-ce que tu t'es déjà amusé à faire des analyses par rapport à tous les paramètres que tu calcules pour voir s'il y avait déjà des tendances de baisse sur certaines espèces boréo-alpines comme tu présentais tout à l'heure? Non. Non, parce que dans tous les cas, il n'y avait pas de protocole avant. Là, c'est ce qu'on Ouais, évoquait tout à l'heure. Il n'y a jamais eu de protocole déployé à cette échelle-là. Et il n'y a jamais eu de protocole en dehors de certains suivis Roméo sur certains sites, en particulier gérés par des conservatoires ou dans le cadre de réserves, d'espaces naturels protégés. Donc, il n'y a pas eu, qui n'ont pas du tout le même objectif, les protocoles Roméo, et qui n'ont pas un objectif de suivi de population d'odonates, mais de suivi de humides. Et du coup, il n'y a pas du tout eu de protocole comme ça. En fait, on a des données odonates aux endroits où les gens sont passés et très récents où on a milité pour que les absences soient notées. Donc, on ne peut pas en faire grand-chose aujourd'hui en termes d'analyse réelle. Par contre, c'est quelque chose qu'à mon avis, je vais utiliser pour valider certaines choses, ou en tout cas avec de l'interprétation plutôt que de l'analyse pure, quoi. Ok. Oui, Arnaud, j'avais une autre question. Ah, pardon. Oui, je voulais dire, j'avais une autre question, c'est Florène. J'avais une autre question sur le début de la présentation. Juste, excusez-moi, 2 minutes. Tu sors de là, s'il te plaît. Non, s'il te plaît. Tu fermes la porte, s'il te plaît. Oui, pardon. Oui, quand tu as expliqué la notion de zone recensée dans les polygones, je n'ai pas du tout compris ce que c'est un polygone dans ce contexte-là. En fait, le polygone, dans les inventaires départementaux zones humides ou dans les cartographies d'habitat ou autres, on a des polygones. C'est-à-dire que sur les... Comment expliquer ? En fait, tu as des entités homogènes qui correspondent au même type de milieu. Et donc, qui sont représentées par des polygones, quoi, sur les cartes. Et le truc, c'est que dans ces entités homogènes, qui en général décrivent des zones humides et qui n'ont pas pour vocation de décrire les petites zones humides que nous, on étudie, et ben, du coup, elles vont être perdues dedans, ou parfois, tu vas avoir des chapelets de zones qui sont dans une grande patate. Tu comprends mieux ou pas, Florène? Ou c'est pas clair? Très bien, c'est parfait. Ah, ok. Bon, oui, super. Oui, c'est juste un problème de résolution spatiale du polygone, en fait. Oui, non, et même d'objets. C'est-à-dire que le polygone, il n'a pas le même objet. Il définit une zone Ah oui, humide. si tu as une mini-zone humide dans ton gros polygone et qu'il n'y a que de la végétation à côté, il est classé végétation et puis c'est tout. Bah, il est classé zone humide. Donc, il n'a pas pour objet d'aller à ce niveau-là dans la typologie, quoi.
Ça identifie pas petite zone humide, ça identifie que zone humide. Voilà. Ok. Donc Arnaud, tu voulais dire quelque chose? Oui, c'était une question concernant du coup les méthodes de prospection pour les odonates. Tu avais parlé sur les 5 méthodes existantes et utilisées pour le projet du métabarcoding. Est-ce que ça, c'est aussi destiné aux sciences participatives ou c'est Non. simplement pour toi? Non, Ok. c'est uniquement dans le cadre du territoire pilote sur les réserves naturelles nationales de Haute-Savoie, là où on a le travail plus fin sur les questions de température de l'eau et autres paramètres que l'on mesure. Et on fait aussi 2 prélèvements à 2 moments sur les mêmes milieux à chacun des passages pour voir aussi s'il y a un passage pendant lequel c'est plus pertinent de travailler sur l'ADN environnemental que l'autre. Voilà. Donc, il y a aussi une idée de développement de cette méthode-là. D'accord, merci. Tiffany, puis après on dira Annabelle et Sébastien. Ouais, moi j'avais une question par rapport au calendrier sur les ateliers participatifs, je crois, en mars-avril. Ouais. Est-ce que c'est juste des ateliers pour voir qui va où? Oui. Ou il y a des... Ok, ça marche. Parce que Oui, du coup, quoi moi je serai encore dans les Pyrénées, quoi. Mais c'était pour savoir sera en si j'allais... visio. Ok. Ce sera tout en visio. Le premier terrain, ce sera en juin, quoi. S'il y en a qui viennent au premier terrain, c'est toi, ce sera en juin, quoi, en gros. Et après, la plupart des gens, ce sera en juillet. Ok, ça marche, merci. Du coup, Annabelle et Sébastien ou Sébastien. Alors, salut Marie. Salut. Du coup, j'ai une question sur l'ADN, parce que c'est vrai qu'on a fait ça en Haute-Savoie. Je voulais savoir, en fait, j'ai 2 questions par rapport à ça. C'est comment, du coup, parce que ça te permet de détecter ou non la présence de telle espèce ou telle espèce. Oui. Du coup, comment tu l'as intégré dans les graphiques où tu disais il y a tant d'individus, tout ça. Enfin, je suppose que tu ne veux pas savoir le nombre d'individus. Et mon autre question, c'était... zut, je l'ai oublié. Ah oui, est-ce que du coup, tu as découvert des choses intéressantes sur des espèces que tu ne pensais pas trouver, ou est-ce que tu as segmenté juste la recherche sur vraiment les espèces de l'étude? Du coup, tu parles pour l'ADN aussi? Ouais, l'ADN, ouais. ouais. Donc, pour la première question, je n'ai pas les résultats de la première année, donc ils ne sont pas intégrés dans les graphiques. Dans tous les cas, ils ne me donneront pas de nombre d'individus, ils ne me donneront qu'une présence-absence. Je ne suis pas sûre, et je ne travaillerai même pas sur de l'abondance relative ou quoi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, absence-présence. À l'heure actuelle, on a vérifié que j'ai fait tester les échantillons que j'avais des années précédentes avec une autre méthode, puisque je travaillais avec EPIA, là je travaille avec le LECA. J'ai regardé les différences. Du coup, on a changé les amorces du LECA, on a fait évoluer leur méthodologie parce qu'elle ne correspondait pas à mes cibles. Et donc, oui, c'est élargi à l'ensemble des espèces d'odonates, sachant que pour les odonates, du coup, on va utiliser 2 amorces spécifiques parce qu'il y en avait une qui n'allait pas pour mes espèces cibles. Donc, c'est vrai que j'ai plutôt ciblé sur des amorces qui allaient répondre à mon objectif de détecter les espèces que je suis censée trouver en altitude. Mais normalement, ça devrait couvrir les autres. Mais c'est vrai que c'était surtout ciblé sur celle-ci parce que ça coûte très cher et que du coup, on va avoir des amorces pour les odonates. Donc là, on va en avoir 2. On va avoir amphibien, on va avoir macrophyte et on va avoir poisson. Parce que du coup, si jamais on ne détecte pas le poisson et que le poisson, ça peut être quand même aussi un gros biais dans notre analyse des variables, eh ben, on serait un peu emmerdé. Donc, voilà. Donc, ça fait quand même 5 amorces. Et là, pour juste cet été, on avait 66 échantillons et l'été prochain, on en a 80. Donc, ça fait... Et en consommable, comme tu as vu sur le terrain, il y a quand même pas mal de matos. Et après, pour l'analyse, ça fait quand même pas mal de sous. Ok, merci. Ça répond à tout. Merci. C'est Alain. J'ai vu que dans la... Oui. Et on t'entend, Alain. Oui. Après, c'est Léo qui voulait reposer une question, je crois. J'ai vu que la turbidité faisait partie des variables. Et est-ce qu'il y a beaucoup de différences selon les sites, beaucoup de différences de turbidité, des options plus calcaires, des options plus oligotrophes ou plus eutrophes? Alors, je n'ai pas fait d'analyse encore de cette partie-là des résultats.
Par contre, quand on est sur le terrain, moi j'ai bien vu qu'il y avait des grosses différences entre les zones, mais je n'ai pas fait d'analyse statistique ou même descriptive des résultats que j'avais et des données collectées. Et sinon, si je ne dis pas trop de grosses bêtises, comme c'est souvent, comme tu as dit, c'est des petites surfaces d'eau, quoi. Ça serait plutôt des eaux plutôt moins oligotrophes, non il y aurait plus de turbidité, non peut-être. Après, ça va être très, très variable. Après, on peut avoir des eaux turbides qui sont liées à des fines, à des dépôts liés à l'érosion des sols. Donc, ce n'est pas forcément des aspects nutritifs ou autres. Mais pour l'instant, on n'a pas encore fait ces analyses-là. Oui. Vas-y, Léo. C'est bon, Alain, pour toi? Oui, c'est bon. Ouais. Vas-y, Léo. L'autre question qui m'est venue, c'est, alors vous en avez parlé, mais quand on est, en disant que la science participative pure, ça va être quoi exactement les protocoles, les prélèvements, toutes les choses-là? Les protocoles sont exactement les mêmes, sauf les larves d'odonates, pour ceux qui ne le font pas et n'ont pas l'habitude de le faire, l'ADN. Et pour ce qui est sur la description des milieux, il n'y a besoin d'aucun matériel, ça on le verra plus tard, en particulier dans les ateliers derrière, mais à part un bâton, un stylo et le truc de terrain là, et un appareil photo, un smartphone ou un truc comme ça, il n'y aura pas besoin de matériel spécifique. Et un filet à odonate, quoi. Ouais, ok. Ok, merci. L'objectif, c'était justement que ce soit le plus popularisé possible, sachant que, par exemple, pour les amphibiens, comme il y a des problématiques de ranavirus ou de champignons ou autres, des choses comme ça, normalement, on utilise un protocole qui avait été mis en place par Claude Miot pour limiter les contaminations entre sites. Et donc ça, en discussion avec lui, on a évolué vers quelque chose qui est fait à base de gel hydroalcoolique. Comme tout le monde, on en profite de la période Covid, on va dire. On partait du principe que tout le monde avait du gel hydroalcoolique ou pouvait se le procurer facilement. Et donc, du coup, on en parlera aux prochains ateliers, mais du coup, on a mis en place quelque chose lié à ça pour ceux qui font plusieurs secteurs. Ok. Voilà. Merci. Et si on fait c'est Alain. Oui. Si après, il y a Jean-François et Samuel qui veulent parler. Pour cet été, par exemple, si je fais, est-ce que, étant donné que je n'ai pas de voiture, est-ce qu'il y aura des possibilités de covoiturage ou... Ça, je te propose qu'on le voit dans les ateliers. L'année dernière, pendant les ateliers, on avait bien associé des binômes sur des secteurs. Et du coup, on s'est débrouillé dans les ateliers pour permettre de faire ces choses-là. Les ateliers, c'est en juin, tu as dit, non? Mars-avril. Mars-avril, d'accord. Ouais. Merci, oui. Il y avait Jean-François, du coup. Oui. Alors, j'ai dû m'absenter quelques instants. Alors, j'espère que je ne vais pas poser une question qui a déjà été posée. Je suis sûre que si. Ah bon, bah alors voilà. Et c'était quoi la réponse? Je ne sais pas. Ah, non, allez, pose ta question. C'était dans tes présentations de cartes où il y a chaque fois présence de l'espèce ou absence de l'espèce. Alors, présence, ça se comprend. C'est pas du tout une critique. Hein. Est-ce qu'absence, c'était plutôt pas de contact? Ou est-ce que tu as un petit protocole et puis avec une certaine convention, à savoir quand on a été X fois sur l'endroit, qu'on n'a pas trouvé l'espèce, ou alors qu'il n'y a pas de preuve de barcoding ou autre, on dit que l'espèce n'est pas là? Non, c'est l'absence constatée dans nos prospections cet été, tous autant qu'on est. Donc pas d'observation, quoi. C'est pas d'observation. Ouais, après, il y aura tout un travail. Quand j'aurai toutes les données de l'été 2021 et de l'été 2022, je ferai le travail de voir sur combien de sites sur lesquels on a noté que c'était absent, potentiellement l'espèce était présente. Mais ça, je le ferai quand j'aurai toutes les données pour voir les probabilités de détection, en fait. D'accord. Mais pour l'instant, ça représente l'absence de détection par nous. D'accord. Okay. Du coup, juste pour rebondir là-dessus, peut-être ce sera plus intéressant de noter détection et non détection plutôt que présence et absence en termes de vocabulaire. Enfin, en tout cas, dans les papiers scientifiques et par rapport à cette question-là. Ah oui, mais là, on n'est pas du tout dans un papier scientifique. Là, on est juste dans une valorisation auprès des gens qui ont participé et qui voudraient participer et de voir qu'est-ce que ça peut
données, quoi. À quoi ça sert? Oui. Bastien, tu voulais dire quelque chose, je vois. Oui, j'avais une petite question, plutôt de la curiosité naturaliste. Est-ce qu'il y a eu des espèces inattendues à cette altitude? Et puis peut-être des découvertes de localités qui n'étaient pas connues que ce soit les odonates ou les amphibiens? Ah bah, il y en a eu plein, Bastien. Des localités qui n'étaient pas connues. Ça, c'est sûr. Et après, des espèces... Attends, faut que je regarde dans mon PowerPoint, mais dans les espèces, je ne crois pas qu'il y ait des grosses surprises. Hein. En fait, pour les espèces, tu sais, on avait préparé le guide avec les espèces qu'on s'attendait à voir en élargissant un peu. Et je ne crois pas qu'on soit sorti du guide. Donc, en gros, on avait bien géré notre... Donc, plutôt non. Ok, merci. Mais les ouais. données, j'imagine, après d'espèces sont transmises au SINP dans les différentes régions. En fait, ce que je ferais, c'est que pour l'instant, les données, c'est des données par site et donc ce n'est pas des données transmissibles aujourd'hui. Par contre, à la fin là, des 2 sessions estivales, je les mettrai en forme pour les transmettre au parc, aux espaces naturels protégés qui sont concernés et bien sûr au SINP. Après, ce sera transmis en évitant de faire des doublons ou quoi, mais en tout cas, il faudra qu'on réfléchisse à comment on les transmet et comment... Sachant qu'en plus, là, pour les odonates en particulier, il y a l'Atlas national là, qui est en réflexion. Et du coup, il faudra que ce soit intégré aussi. Donc, voilà. Samuel. Oui, alors c'est peut-être une question que je vais devancer avant les ateliers là, dont tu as parlé, mais c'était par rapport au macrophyte. Tu parlais de recouvrement tout à l'heure aussi pour la télédétection, j'imagine le recouvrement total de la végétation. Est-ce que tu demandes dans les suivis participatifs des recouvrements par espèce pour te permettre de faire de la phytosocio derrière ou pas? Ou c'est pas un paramètre que tu peux Si, en fait, il y a 4 protocoles. Tu as le protocole description du milieu et tu as le protocole macrophyte et amphibien odonate. Sur le description du milieu, tu vas avoir un aspect global. Okay. Et c'est là où justement les pratiquants de montagne ils vont pouvoir tout à fait y répondre. Oui, mon plan d'eau, il est couvert à 60% par de la végétation, il y a une ceinture, il n'y en a pas, elle est large de temps. Ça, tout le monde peut le faire. Après, il y a le protocole macrophyte et là, ce sont des quadras. Et donc, tu fais bien le recouvrement dans ton quadrat par espèce. Ok. Ok. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, l'étape suivante, ce sera en mars-avril, pour ceux qui veulent participer. Je vous informerai par mail et puis sur les réseaux sociaux de l'ensemble des ateliers à venir et vous pourrez vous inscrire. Et puis pour ceux qui veulent m'accompagner, je pense à certains qui sont présents et qui étaient venus avec moi sur le terrain, on verra ça, je pense aussi dans ce même temps-là. Sachant que le planning, on le verra plus tard, mais voilà. Donc, je vous remercie. Une dernière question. Vas-y, Xavier. Au niveau réglementaire, ça se passe comment pour la capture des amphibiens? Alors, il n'y a pas de capture d'amphibiens, ça c'est bien écrit dans le protocole. Il n'y a personne qui capture des amphibiens, sauf les personnes habilitées. Et moi, en tout cas, je m'occupe de moi-même et des stagiaires qui sont pour certains présents. Là, il y a Tiffany, je ne vois pas les autres, mais il y a les stagiaires qui seront là cette année, donc eux, je m'en occupe. Après, il y a ceux qui sont habilités par leur fonction, qui peuvent faire de la capture, mais ceux qui ne le sont pas, ils ne le font pas. Et ça, c'est bien écrit dans le protocole et les clés de détermination ont été faites pour que ce ne soit pas déterminable avec de la capture. Et je vois que Chloé pose une question dans le... j'ai perdu Chloé parce qu'il y a plein d'autres personnes. Vas-tu apporter des modifications aux clés de détermination?
Oui, je pense que je vais apporter des modifications aux clés de détermination, mais ce sera assez marginal. Et j'ai eu très peu de retours, mais je vais ressolliciter tout le monde là dans les temps qui viennent enfin tous ceux qui ont participé en 2021 pour voir s'il y a des améliorations à faire. D'ailleurs, Jean-François, je ne sais pas s'il est encore là, mais il avait des modifications à me passer. Et donc, oui. Et puis, il y a certaines espèces que j'aimerais rajouter. Voilà. Donc oui. Mais non, pas eu de retour de difficulté sur la détermination et sur la flore. Et justement, ça, j'ai été hyper agréablement surprise parce que c'était quand même assez ambitieux de penser que des personnes qui n'étaient pas forcément botanistes allaient s'engager dans les détections au niveau bota. Et en fait, ça l'a fait, quoi. Et ça a l'air assez cohérent, ça. Je pense que je demanderais peut-être aussi aux personnes des CBN ou autres de regarder si c'est quand même pas incohérent, quoi. Quand on avancera un peu plus. Lisa, tu as une question, je vois. Ouais, alors justement, en plus on est dans la flore, c'est un peu lié. Je me demandais, alors je crois que les caracées, pour les déterminer, tu les envoies à quelqu'un. Enfin, je ne suis pas certaine, mais je veux bien un petit rappel là-dessus. Et je me demandais aussi pour tout ce qui est brio, comme j'ai vu que c'était marqué dessus, est-ce que tu les traites ou pas du tout? Est-ce que tu quoi? J'ai pas entendu. Est-ce que tu les prends en compte? Enfin, est-ce qu'il y a une détermination ou est-ce que c'est juste écrit sphaigne, etc. Ou est-ce que tu vas plus loin dans l'étude? Non, du coup, on a fait une catégorie bryophyte et une catégorie sphaigne, mais je pense qu'à la fin, je risque de les compiler les deux parce que je pense qu'il y en a qui se plantent là-dessus. Donc, il y a ça. Et donc, non, on ne va pas à l'espèce, même si ça pourrait être intéressant. Je pense que c'était beaucoup ça, c'est autre chose, quoi. Et pour les caracées, il y a des personnes qui ont envoyé des échantillons, je ne sais pas où, mais ça, mais je sais qu'ils l'ont envoyé parce que c'était écrit sur les fiches de terrain. Mais après, c'est ce qu'on s'était dit, c'est-à-dire que les caracées, nous déjà, de savoir s'il y a absence-présence de carace, c'est déjà chouette pour l'étude. Et puis après, on verra avec ceux qui ont eu les échantillons s'il y a des choses à rajouter. Mais je pense que déjà, avoir absence-présence de carace, voilà. C'était surtout pour les CBN où ça nous semblait important et ça leur semblait surtout important à eux. Et du coup, on a mobilisé les personnes pour qu'elles fassent les prélèvements, qu'elles puissent les envoyer. Et que du coup, au moins pour les CBN, après, on aura les informations quand c'est possible pour eux, quoi. C'est déjà bien. Si on a Cara et Brio ou Sven, c'est déjà chouette, quoi. Ouais, non, mais carrément. Bravo. Oui, donc moi, ça me plairait bien. Ça me botterait de participer. Je pourrais même, je n'ai pas de voiture, mais je peux venir à une grande gare, soit à Grenoble, soit à Chambéry, soit à Annecy, quoi. Et voilà, en binôme avec quelqu'un qui connaît bien quand même, parce que bon, la montagne, je connais pas mal la plaine, mais je connais moins la montagne. Pas de souci. Surtout les macrophytes. Du coup, il y a juste des... Merci Alain. Du coup, il y a... Du coup, Manon, est-ce que tu peux dire ce que tu écris dans le chat parce que je ne comprends pas forcément. Et puis, effectivement, Yasmine, il y a un grappin pour la flore, mais ça, on en parlera aux ateliers, dans le matériel. Juste, Manon, si tu peux dire ce que tu veux dire parce que je ne comprends pas trop ce que tu disais. C'était bien plus tôt. Elle n'est peut-être plus là, Manon, en fait. Bon, c'est pas grave. Et Samuel, du coup, s'il y a des personnes qui pourraient être intéressées, il ne faut pas hésiter à m'envoyer le contact par mail après, quoi. Oui, je lui en parlerai, ouais. Ouais, voilà. Et Nicolas, il y a Nicolas qui veut dire quelque chose, puis après, si ça vous va, on arrêtera. Il sera 6h30, on aura tous rempli notre contrat.
Ouais, j'ai juste une petite question rapidement. Est-ce que les résultats que tu as reçus, ça peut donner lieu à des mesures concrètes de protection des biotopes, que ce soit par la FNE ou autre, ou alors la production finale, ce sera uniquement des données de type statistiques ou recommandations qui pourront bien sûr être utilisées plus tard, mais voilà, c'est ça ma question. L'objectif, c'est bien d'aller jusqu'à des recommandations sur des secteurs. Donc, ce ne sera pas, en théorie, on ne s'arrêtera pas à ça. Et après, moi, j'aimerais bien, mais ça, malheureusement, on ne peut pas le garantir en étant à la fin de la première année. Il me reste 3 années, donc je ne sais pas, je ne pourrais pas le garantir. Mais en tout cas, l'objectif, c'est bien d'arriver à quelque chose qui soit un peu de la planification et de la hiérarchisation de où est-ce qu'il faut aller pour préserver les espèces le plus rapidement possible et autres. Sachant que sur certains secteurs, il y a déjà des réflexions pour mettre en place des APHN sur des secteurs ou autres, dans le cadre de la stratégie à protéger. Donc, on est bien dans un contexte où on va vers de l'opérationnel à la fin. Et par contre, ce n'est pas FNE qui protège. Nous, on milite ou on essaye de lancer des dynamiques ou sur des territoires. Mais en général, c'est soit les collectivités, soit parfois des privés même qui vont aller vers ces actions de gestion, restauration, ou du moins les porter. Ok, ouais, ça marche. Eh bien, si c'est tout bon pour tout le monde, qu'il n'y a pas une dernière petite question. Peut-être. Oui, Michel. Donc, tu nous recontacteras pour l'organisation pour cet été, qui fait quoi et avec qui? Ouais, de toute façon, je vais vous recontacter très rapidement là pour vous envoyer le replay et les liens, etc. Je vérifie parce qu'en même temps, ouais, c'est bon. Donc ça, et puis je vous donnerai dès que possible les dates pour les ateliers. Pardon. Bon, voilà. Simplement, Marie, tu parlais des... Pardon. Je disais Marie. Merci beaucoup, Marie, et bonne année, meilleurs vœux pour 2022. Merci. Et bonne observation. Merci beaucoup. Je crois qu'il y a quelqu'un qui voulait dire quelque chose. Non? Ok. Eh ben, oui, Marie, c'était moi. C'était qui? J'arrive pas. Romain, pardon. Ah oui, ça y est, je te vois, Romain. Une dernière question rapide. Tu parlais des aires protégées. Il y a tu entends des possibilités de classement de certaines zones humides par rapport à l'issue de ton travail? Ouais, en fait, c'est déjà en cours pour certaines zones que je connais bien. C'est déjà en cours par rapport au premier travail qui avait été fait, que j'évoquais là dans le cadre du diplôme EPHE. D'accord. Et si ce n'est pas indiscret, c'est sur quels critères justement? C'est pour l'enjeu Odonat et boréo-alpin, donc c'est parce que c'est des espaces PNA, mais du coup, c'est plutôt des milieux, des habitats, pardon. C'est plutôt des habitats, en fait, c'est protéger l'habitat pour l'espèce. Mais donc, ce n'est pas des APPB, par exemple, c'est des APHN. Ok, merci. Ça te répond, mais après, si tu veux qu'on en discute, on pourra en discuter dans un autre cadre avec plaisir. Ça rentrera oui, c'est un travail qu'on réalise en ce moment. Ouais. Merci, on en discutera. Et oui, Stéphane. Ok. Eh ben, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci beaucoup pour votre présence et puis votre courage de tenir. Ah si, il y avait Camille aussi comme stagiaire. Et Martin, ils étaient tous là, les stagiaires 2022. Et ben, bonne fin de journée. Au revoir à tous. Merci Marie. Bonne soirée. Merci Marie. Merci, à bientôt. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Ciao.